comment faire avec, je ne sais plus qui avait posé la question, quand on a des personnes dont on pense qu'elles n'ont pas de désir ou qui semblent ne pas avoir de désir. Vous vous souvenez, il y a eu cette question. C'était peut-être, je ne sais plus qui c'était, mais enfin, peu importe. Et par rapport à cette question-là, en travaillant les pédagogies du désir, je m'étais rendu compte, et avec d'autres aussi, que parfois, il y a une excellente vidéo de Jacques Salomé d'ailleurs sur le net sur ça. Comment marcher vers son désir, c'est entrer dans un projet qu'on est capable de traduire en petits pas. Et que parfois, voilà, l'objectif final, on ne va jamais l'atteindre, mais quels sont les petits pas qu'on va poser pour marcher vers cet objectif? Et qu'accompagner quelqu'un dans la recherche, dans la mise en œuvre ou dans les actes qui émanent de son désir, c'est le rendre capable de poser des petits pas qui le rapprochent de cette réalisation. Et donc, du coup, ça m'y fait penser parce que ça me fait penser aux différentes portes dont vous avez parlé, à la multitude des portes que j'ai pu ouvrir, euh, dans le sens où, effectivement, ce qui est important, c'est les petits pas pour nous aussi. Si c'est vrai des autres, c'est vrai aussi de nous. Et du coup, faire 2 ou 3 petits pas, ça va être important parce que ça permet d'entrer sur le chemin. Et en décidant de manière ferme de faire 1 ou 2 petits pas, on touche parfois d'autres portes qu'on n'a pas ouvertes par ces petits pas-là. Vous voyez, c'est des espèces de on a bien vu pendant 2 jours, tout se rejoint. Et donc, si je fais le petit pas de retour aux sources, ben, je vais forcément influencer ma manière de faire de la formation. Si j'entre par la formation, ben, forcément, ça va me stimuler pour retourner aux sources. Enfin, bon, si je décide d'accompagner, ben, forcément, il va falloir que je travaille l'écoute. Bon. Et donc, en fait, la question, c'est pas de se dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais quels sont les 2 ou 3 petits pas qui sont pour nous aujourd'hui, qu'on reconnaît comme étant pour nous aujourd'hui, peut-être parce qu'on se sent davantage prêt à les poser aussi, hein, avec réalisme, c'est-à-dire sans entreprendre des travaux qui seraient trop bouleversants et qui seraient jamais mis en œuvre à la fin. Hein. Quels sont les 2 ou 3 petits pas qu'on peut poser et sur lesquels on peut commencer à travailler? Parce qu'en travaillant fermement sur ces petits pas, on touchera d'autres choses. Alors que si on veut tout embrasser ou embrasser des choses trop grandes, bah, finalement, on ne fera rien. Voilà. Donc, c'était juste une réaction parce que comme ça faisait référence à quelque chose qui me semblait avoir oublié de dire, je voulais le souligner aussi parce que ça rejoint tout à fait mon point de vue. Alors, c'est vrai que cette question sur la communication, elle est née, je ne sais plus comment d'ailleurs, d'un échange un peu à bâton rompu entre Michel, Jean-Jacques et moi, comme ça nous arrive assez souvent d'ailleurs. Parce que Michel et Jean-Jacques parlaient de communication et que j'ai dit, c'est marrant parce que moi, je me posais la même question comme archiviste. Et puis, je me rends compte que tout ça, ça a un lien. Et alors, on s'est dit, mais en fait, ça a un lien aussi avec notre sujet des 2 jours, là. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis, finalement, on l'avait prévu à un autre moment de la session. Finalement, je trouve que c'est pas mal à la fin. Parce que, pour moi, la question de la communication, dans le sens du retour aux sources, hein, seulement dans ce sens-là, c'est quelque chose d'assez complexe. D'abord parce que la question, c'est qui communique, quoi, comment et pourquoi. C'est des questions basiques de communication, mais dans le cadre du retour aux sources, ce sont des questions complexes. Parce que les documents sources ou les éléments sources, plusieurs personnes en sont possesseurs. Hein, et c'est une question de réseau, mais c'est aussi une question de congrégation. Et donc, c'est pour ça que je préfère changer de casquette et devenir archiviste, parce que cet aspect-là, je le connais mieux maintenant. Et en fait, quand je dis ça, j'ai toujours dans ma tête la manière dont le retour aux sources a commencé dans le réseau Assomption France, non pas comme un exemple, mais comme une prise de conscience très forte. Il a commencé dans les années 76, parce que des chefs d'établissement laïcs, les premiers quasiment de la série, hein, ont interpellé les sœurs en disant « Mais nous, on veut travailler les textes de Marie-Eugénie ». Et en particulier, un chef d'établissement qui, 15 ans plus tard, est devenu le fondateur de la tutelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la force de l'interpellation des laïcs qui, chez nous, a été le moteur du partage des sources. Et alors, c'est après ce qu'on appelle lancer aux laïcs que vous êtes, hein, ou en tout cas à ceux qui sont là aujourd'hui, en disant, mais en fait,
plus votre interpellation va être forte à l'égard de la congrégation, plus ça va la réveiller, si elle a besoin d'être réveillée. Peut-être qu'elle n'a pas besoin, hein, mais en tout cas, votre voix peut compter dans ce réveil-là. Et ça, il ne faut pas le minorer, il me semble. Je vois Anthony qui fait oui, et il pourra lui-même d'ailleurs partager l'expérience après. C'est une première chose. Alors, c'est vrai pour nous de l'origine, et c'est vrai, aujourd'hui, j'avais prévu, et je crois que je le ferai parce que ça peut vous donner des idées, de partager un peu ce que je fais comme archiviste, hein, parce que vous pouvez aussi donner des idées à vos réseaux. Mais en développant un peu ce côté de valorisation des archives et des documents sources, je me rends compte que les laïcs, ça suscite des attentes de la part des laïcs. Et en fait, moi, sur mon ordinateur, dans mes mails, je reçois tous les jours des demandes des laïcs de la congrégation à travers le monde. Et quand je dis tous les jours, je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Ça va être, bon, évidemment, le réseau Assomption France, c'est pas très compliqué pour eux de penser qu'ils peuvent m'écrire. Donc, je peux même les mettre un peu de côté parce que c'est normal, il y a une confiance aussi de personnes. Hein. Mais le fait d'avoir développé un certain type de communication, sur laquelle je reviendrai plus tard, ça fait que des laïcs m'interpellent. Hein, et pas plus tard que là, dans la pause, je lisais une laïque d'Espagne qui me dit « Ah bah tiens, on va faire une conférence dans mon établissement sur tel sujet, je voudrais savoir si vous avez tel type de document. » Ou alors, une prof d'Équateur avec qui je serai demain à midi qui m'a dit bah, « En fait, je voudrais écrire quelque chose sur Marie-Eugénie et l'éducation, mais j'ai besoin de travailler avec quelqu'un, est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et donc, tout ça, moi, c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Il y a des choses auxquelles je pense, et puis il y en a d'autres, c'est la sollicitation des laïcs qui me fait aller plus loin. Et donc, vous avez un rôle à jouer dans cette interpellation-là. Première chose. Deuxième chose, donc du coup, qui communique quoi ça peut être la congrégation, ça peut être le réseau, ça peut être les acteurs individuels. Et il y a certainement d'autres personnes que j'oublie. Quoi, on a déjà vu le type de source, mais j'en reparlerai un peu après. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a différents types de documents, et j'aime bien qu'on parle de la diffusion avec l'hétérogénéité des apports. L'hétérogénéité des apports, elle se joue dans l'hétérogénéité des personnes, mais elle se joue aussi dans l'hétérogénéité des types de documents. Et donc, il y a des documents qui sont vraiment les documents sources, et là, ça sera à voir avec la congrégation et les archivistes. Mais il y a aussi des documents, il y a différents types de documents. Il y a des documents qui sont des documents actuels de la congrégation. J'ai dit hier matin, je crois, de manière très rapide, j'ai fait une allusion à des orientations après un chapitre général, par exemple. Ou quelqu'un hier a parlé aussi d'un congrès international d'éducation. Nous, à l'Assomption, on a eu en 2018 un rassemblement international d'éducation à Manille qui donne lieu à des publications. Et là, la congrégation, j'interpelle là plutôt les religieux et les religieuses qui sont là, elle est responsable de communiquer ces documents de manière à ce qu'ils soient repris par un réseau. C'est-à-dire, comment moi, religieuse d'une province ou d'une communauté ou d'un territoire lambda, je me fais un relais, mais vraiment efficace et dynamique, de documents qui sont aujourd'hui des sources, parce qu'ils sont la pensée de la congrégation aujourd'hui. Et au fond, ça va être la responsabilité d'une provinciale, d'une autorité de tutelle, d'une directrice dans son établissement, etc. Et ça va devenir, une fois que ça aura été transmis, la responsabilité de quelqu'un qui est en responsabilité dans le réseau. Je vous donne un exemple aussi, comme c'est vraiment témoignage, là je pars de mes expériences, hein, mais il y a quelques années, au niveau international, on avait publié un livre d'articles sur l'écologie qu'on avait appelé Vers une éco-assomption parce que c'est une des orientations actuelles des chapitres généraux de la congrégation. C'est un ouvrage qui est en 3 langues. Dans le réseau Assomption France, une des priorités, c'est l'écologie. Mais on ne va pas aller réinventer la poudre. Il y a déjà au niveau international un groupe qui a travaillé
et qui a recueilli des articles écrits par des gens engagés à l'Assomption, laïcs et sœurs, sur ce thème-là, qui couvre la philosophie, la théologie, l'éducation, etc. Et donc, la congrégation est responsable de faire connaître cette publication, mais quelqu'un qui est délégué de tutelle ou qui est en responsabilité dans la tutelle, il est responsable de s'en saisir et de l'utiliser dans son réseau et de le faire vivre dans son réseau. Et parfois, il y a des choses qui nous semblent très compliquées puis qui finalement existent dans nos réseaux. Parfois, ils n'existent pas. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les documents de congrégation, qui sont des sources pour aujourd'hui. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre du partage d'expérience. Je vais aller du plus large pour arriver à quelque chose de plus proche de l'éducation à la fin. Du partage d'expérience. Je sais que nous, par exemple, on a décidé sur notre site web Congrégation de partager des expériences d'éducation ou de partager des expériences de pastorale ou de partager des expériences sur justement l'écologie et l'immigration. Mais ça veut dire que le site web de la congrégation, il est devenu un lieu source pour les gens du réseau et pour les gens de nos réseaux. Et on a même d'ailleurs fait 3 entrées, archives 19e, archives 20e, 21e et ressources. Et je connais il y a un établissement du réseau qui fait toute sa campagne de carême tous les ans à partir des témoignages de ce qui se fait dans d'autres pays et de l'Assomption. Et ça, c'est quelque chose qui est à la disposition de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on va favoriser ce partage d'expérience? Alors, je crois que c'est Anthony qui a interpellé ce matin aussi en disant comment le Covid, comment on va réinterroger le désir. Moi, je vais même au-delà, je me dis, mais comment aujourd'hui, la situation de la Covid nous interroge et nous fait vivre des choses qu'on n'aurait pas pensé vivre. Et par exemple, chez nous, Vilnius, l'établissement de Vilnius, est allé faire un échange avec l'établissement de, je ne sais plus si c'est le Mexique, je crois. Mais jamais ils y auraient pensé comme ça avant. Et là, maintenant, ça se met en place et c'est tout simple finalement. Donc, en fait, comment on saisit des opportunités de liens internationaux qui, pour beaucoup de nos congrégations, sont une grande richesse et qui sont aussi des sources. La manière dont vit le réseau dans notre pays, ou dont vivent des élèves, des jeunes dans notre pays, c'est aussi une manière de partager ce qu'est le réseau, ce qu'est la congrégation. Et beaucoup de nos congrégations ont ces ressources-là. La troisième chose, avant d'arriver après à des partages plus concrets, c'est un type de documents qui sont des documents qui sont au croisement entre l'accompagnement, ce que vous avez dit sur l'entretien triennal, les visites de tutelle, l'accès aux sources, ça va même toucher le recrutement. Je vous partage un petit exemple d'un document qui a ses limites et qui n'a pas forcément été exploité au maximum chez nous, mais qui a quand même, la démarche me semblait intéressante, qu'on a appelé le document critères. En fait, je vous explique d'où il est venu ce document. Il y a une dizaine d'années, dans l'équipe de tutelle, le réseau avait un projet éducatif commun qui s'appelait le PAEA, Projet apostolique et éducatif de l'Assomption, en 10 points. Et ces 10 points, c'était 10 points extraordinaires. Si je vous les lis, vous allez tous vouloir entrer à l'Assomption demain, parce qu'ils étaient, non pas parce que c'est les meilleurs, mais parce que la formulation était très séduisante. Donc voilà, c'était, vous allez en reconnaître un d'ailleurs qu'on a utilisé pas mal depuis 2 jours, agir avec audace et humilité, aimer les pauvres, voir large, aimer son temps. Donc si je vous dis ça, c'était notre projet éducatif. Tous les gens à qui on proposait les projets éducatifs disaient moi ça m'intéresse. Et au moment du recrutement d'un chef d'établissement, un chef d'établissement disait génial, j'entre dans ce réseau. Et puis en équipe de tutelle, on s'était rendu compte que parfois des gens super motivés par ce projet très bien écrit, très beau, au moment de le vivre,
quand il fallait descendre sur comment est-ce qu'on voit large, comment est-ce qu'on agit avec audace et humilité, comment est-ce que on aime son temps, ça devenait beaucoup plus compliqué de les guider sur une manière de faire et de les évaluer sur leur manière de faire. Parce qu'on était sur des très belles formules, mais qui n'avaient pas forcément un fondement concret dans une manière de faire. Et donc, on s'est dit, mais on a un problème, parce que en présentant ce projet-là, on ne crée pas un mode de sélection, pas une sélection parce qu'on choisit ou pas, mais on ne crée pas chez les personnes qu'on recrute une réaction qui pourrait dire, ah non, mais moi, ce projet, je le trouve trop exigeant pour moi. Au moins, ce projet, non, là, vraiment, je ne peux pas travailler comme ça. Parce qu'il est séduisant et tout le monde va foncer la tête la première. Mais peut-être qu'il y a des gens, dans leur manière de faire, qui ne sont pas prêts à entrer dans ce projet-là. Pas parce qu'ils sont pires ni meilleurs, mais parce que c'est juste pas leur manière de faire dans la vie. Et qu'il vaut mieux se marier avec des gens qui ont une manière de faire, pas forcément identique, mais en tout cas qui peuvent entrer dans une certaine vision. Hein, ce que je vous disais par exemple de la collégialité hier. Et donc, on s'est dit, mais ça vaudrait le coup de créer un document qui donne des critères concrets qui permettent de reconnaître un établissement de l'Assomption. Et des critères qui partent de la source, c'est-à-dire du projet source de Marie-Eugénie, mais qui aillent jusque dans le concret de la manière dont ça peut se vivre dans un établissement. Et en fait, ce document, il a trois parties. Hein. D'abord, l'idée générale, donc ça va être par exemple la passion pour la personne humaine et l'intérêt pour la personne humaine. Ensuite, les critères à partir desquels on peut voir qu'on fait attention à la personne humaine dans un établissement, quelque chose d'assez général. Et ensuite, comment ça peut se vivre? Par exemple, concrètement, il y a de temps en temps une assemblée de tout le personnel de l'établissement, des journées des communautés éducatives où tout le monde est là et où on peut vivre quelque chose ensemble, où on reconnaît même les plus petits de l'établissement dans la communauté. Ou est-ce que, par exemple, il y a une vraie politique de reconnaissance des personnes en proposant, je sais pas, des fêtes d'anniversaire, je dis n'importe quoi, hein, mais des choses très concrètes. Et donc, il y a 3 parties à ce document. La source, les critères et la mise en œuvre. Dans cette mise en œuvre, on avait mis une condition en disant peut-être que dans certains établissements, les mises en œuvre proposées ne correspondent pas au contexte. Notamment, par exemple, on a des établissements techniques, des établissements professionnels qui ne vont pas peut-être avoir les mêmes mises en œuvre pour les élèves, par exemple, que d'autres établissements. Ce n'est pas très grave que l'établissement n'entre pas dans la mise en œuvre concrète. Parce que s'il identifie qu'il ne choisit pas cette manière de faire là, il va en choisir d'autres. Mais il faudra qu'il mette quelque chose dans les cases pour faire vivre le critère correspondant. Et ce document-là, on l'a élaboré avec les chefs d'établissement. Ça a été un long travail, c'est-à-dire qu'on est parti ensemble d'un retour à la source, en l'occurrence, ça s'est fait en différentes étapes, mais il y avait une étape qui était une conférence de ma part sur les fondamentaux du projet et de l'Assomption, à partir de la source. On a croisé avec qu'est-ce qui se vit dans les établissements, qu'est-ce que vous reconnaissez comme conseil de direction, c'était un travail des conseils de direction, qu'est-ce que vous reconnaissez comme étant caractéristique d'un établissement de l'Assomption? Et en croisant ces éléments-là, on a établi un document critère qui a été préparé avec les chefs d'établissement et ensuite finalisé par l'équipe de tutelle, parce que confère ce que je vous disais hier, hein, à un moment, il faut que l'équipe de tutelle s'assume dans sa responsabilité. Hein, donc, il a été finalisé par l'équipe de tutelle. Et c'est devenu un outil de pilotage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un outil d'évaluation. Ce que ça voulait être, alors c'est là où je dis, après il y a ses limites, parce que ce n'est pas si simple à mettre en œuvre dans le quotidien, mais ce que ça voulait être, c'était un peu comme un gouvernail pour le chef d'établissement. Qu'il puisse dire, sur ce point-là, on n'est vraiment pas bon. Mais ce n'est pas très grave. On l'identifie parce qu'on peut identifier le manque, et ça veut dire qu'on va chercher ce qu'on peut faire pour.
Ça veut dire que dans une visite de tutelle, ce document critère, il est aussi la base d'un dialogue. Vous en êtes tous sur ce point-là. Ça veut dire que dans une visite triennale, il peut être aussi la base d'un dialogue. Et pas d'un dialogue qui enferme, c'est-à-dire la question, c'est pas je vais te mettre 2 si tu n'as pas au moins 5 critères observés. La base d'un dialogue qui va dire, attends, tu as quelques critères qui vraiment ne sont pas très développés dans l'établissement, on va chercher ensemble quelles sont les raisons et on va chercher ensemble quelles sont les solutions. Mais ça, c'est un type de document qui permet de retourner aux sources. Même si ce n'est pas un document source en tant que tel, en tout cas, ce n'est pas une source d'origine. Parce que dans ce document, le lien entre la source et l'acte est clairement exprimé. Et donc, ça me conduit à une autre remarque au sujet de la communication. C'est finalement que plus je vais, dans ma manière de communiquer, faire un lien explicite entre la source et ce qui est en train de se vivre, plus je vais permettre aux personnes d'avoir accès aux sources. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est bien de traduire dans un langage compréhensible, etc. Évidemment, hein, c'est ce qu'on fait tous en permanence, de trouver les mots qui parlent pour aujourd'hui, qui vont rejoindre des gens. Mais je peux aussi toujours dire, je dis ça, mais en même temps, ça fait référence à ça. Et voilà l'origine. Je vous donne un autre exemple. Chez nous, la valeur fondamentale, vraiment, c'est la valeur de l'incarnation pour Marie-Eugénie. C'est son expérience spirituelle de base. Cette valeur de l'incarnation, elle induit un certain regard sur la personne, un certain regard sur le monde et un certain regard sur l'engagement dans le monde. Quand je vais parler à un public large, bien sûr que je ne vais pas commencer à dire au nom de ma foi catholique, je crois en l'incarnation et voilà ce que nous prêche Marie-Eugénie. Je vais commencer par le regard sur la personne, par dire comment je considère la personne. Est-ce que je suis à l'Assomption? Mais en même temps, je vais toujours veiller à dire, et ça, si vous en êtes convaincu, sachez que ça vient des origines d'une manière de concevoir l'incarnation de la part de Marie-Eugénie. Je n'ai pas besoin de faire un grand développement, mais je nomme la source. Et ça veut dire que la personne qui a envie de l'approfondir, elle sait qu'elle existe, la source. Et de Sabine Claudio, qui est responsable de la formation, souvent m'écrit, quand il y a des nouvelles formations, elle me dit, tu n'aurais pas un texte de Marie-Eugénie sur ce thème-là, hein? Voilà. Et juste parce qu'à un moment, on va citer ce texte-là, pas comme un instrument, sans instrumentaliser le texte, mais juste pour dire ce qu'on vous dit là, ça s'enracine dans une histoire. Et si vous voulez le texte entier, ben le voilà, il existe, il est là. Et donc, je pense que ces documents-là, hein, qui sont soit des documents de formation, soit des documents d'accompagnement, soit des documents d'évaluation, soit des documents de pilotage, on a intérêt à les formaliser au maximum et qui peuvent être le résultat de ce que vous dites, c'est-à-dire des petits pas de retour aux sources ensemble. Hein, c'est-à-dire, voilà, quand on boira ensemble, quand on lira ensemble un texte ou un document, ou qu'on fera un travail sur un thème, qu'est-ce qu'on en retire pour le réseau aujourd'hui et comment on le rend explicite? Voilà, c'était un peu un ensemble de réflexions très variées qui ne prétend pas du tout être ni construit ni généralisé, c'est pour ouvrir des perspectives hein, en termes de communication. Maintenant, si je me place du point de vue de l'archiviste, parce que je trouve que c'est intéressant, je vous disais hier que j'avais découvert, et ça c'est vraiment une découverte de l'archiviste pour le coup, l'intérêt du récit, de la narration. Et vraiment, je me rends compte qu'on a intérêt à documenter nos narrations et à raconter des histoires aux gens. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Parce que l'intérêt de la narration et de raconter une histoire, c'est que ça passe par une expérience. Donc, c'est forcément incarné. Et quand on raconte une histoire, même si elle est du passé, les gens, ils reconnaissent les traces et les racines de ce qu'ils vivent aujourd'hui et ça leur fait du bien en termes d'identité. Je vous donne 2 exemples.
la première folie que j'ai faite comme archiviste, c'est de répondre oui à la provinciale des États-Unis qui, dès que j'ai été nommée, m'a dit, tu sais, tu pourrais venir animer aux États-Unis une retraite session sur l'histoire de notre province. Et comme je commençais comme archiviste et que j'avais envie d'ouvrir des portes, pour le coup, j'aime bien ouvrir des portes, c'est vrai, j'ai dit oui sans trop réfléchir. Hein. Et puis une fois que j'ai eu dit oui, je me dis, mais t'es complètement folle parce que tu connais pas les États-Unis. Tu n'as pas vraiment une notion très grande ni de l'histoire des États-Unis, tu connais pas vraiment la culture, et puis en plus, il va falloir te taper tout un tas de documents de l'histoire de la province des États-Unis que tu connais pas. Bref, ça a été une folie, mais je l'ai fait. On a fait une retraite session, c'était avec des sœurs. Hein. Et donc, c'était un peu sous le mode intériorisation, toujours. Hein. Il y avait de l'apport historique et puis de l'intériorisation. En fait, j'ai commencé le récit de la fondation de l'Assomption aux États-Unis en faisant allusion au fait que Marie-Eugénie avait répondu un jour à un évêque qu'il appelait l'Assomption, nous avons longtemps désiré avoir une maison aux États-Unis. Cet évêque n'a jamais eu de communauté de l'Assomption dans son diocèse, est tombé à l'eau. Mais je ne me suis pas rendu compte que quand je disais ça, je renvoyais aux sœurs des États-Unis le fait que Marie-Eugénie voulait fonder aux États-Unis. Et elles étaient persuadées que Marie-Eugénie n'avait jamais pensé à fonder aux États-Unis parce qu'on était arrivé aux États-Unis bien plus tard et que voilà. Et ça a eu un effet de fierté sur les sœurs, sur l'ensemble des sœurs qui étaient là, qui en avaient besoin à ce moment-là parce que c'était une province en difficulté, qui a eu un impact, c'était il y a 3 ans, et ça a encore un impact aujourd'hui. Moi, en racontant cette histoire, je racontais juste formellement les occasions manquées de fondation aux États-Unis. J'ai jamais pensé que cette parole-là pourrait toucher les gens. Donc ça, c'est une chose. Un autre exemple, c'est qu'avec l'équipe des archives, on a décidé là, depuis cette année, de faire 2 fois par an une conférence aux sources pour l'ensemble sur YouTube, une conférence publique sur YouTube, donc c'est complètement public. Et puis après, il y a un Zoom de partage. C'est une conférence par langue. Et en fait, la première conférence, on l'a faite sur l'histoire d'Auteuil, de la maison mère, la fondation de la maison mère. Honnêtement, moi, au début, quand j'ai lancé ça, je le lançais pour les sœurs. Il se trouve qu'il y a beaucoup de laïcs qui se sont connectés, beaucoup de laïcs des établissements scolaires à travers le monde. Et en racontant l'histoire de la fondation d'Auteuil, qui a priori, dans ma tête, n'intéressait que les sœurs, j'ai raconté que Auteuil avait traversé la guerre de 70, puis la période de la Commune, puis les expulsions. Et en racontant ça, je me suis dit, mais c'est effet parabole, parce que Auteuil a traversé des difficultés. Et en temps de Covid, le fait de savoir qu'Auteuil a traversé des difficultés, de savoir comment les sœurs ont traversé ces difficultés, ça a rejoint tout le monde. Et les laïcs qui ont écouté ont dit, ah oui, non, mais alors attends, ça nous donne des pistes pour vivre, nous, la difficulté. Aujourd'hui, la difficulté à laquelle on est confronté. Et j'ai encore là, alors du coup, maintenant, j'ai des demandes. Est-ce que tu ne pourrais pas venir nous parler de Marie-Eugénie en temps de crise, de comment. Voilà. Mais vous voyez comment le récit, il n'a pas besoin d'être directement lié à l'éducation pour parler à des gens. Quand je dis les laïcs, c'est souvent des profs des établissements. Le récit, c'est comme une parabole dans l'évangile, en fait. Il fait qu'on se sent d'un même corps et qu'on est un peu comme au coin du feu et qu'on se raconte les histoires de la famille. Et en se racontant les histoires de la famille, on appartient encore davantage à la famille et on a envie d'en connaître davantage. Et donc, pour moi, cet intérêt du récit, vraiment, c'est quelque chose à quoi je n'avais pas pensé quand j'étais à la tutelle, à vrai dire. Et je me rends compte que maintenant, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, y compris quand on m'appelle dans les établissements scolaires. Parce que ça permet un mouvement de reconnaissance, hein, d'identification à la famille, d'entrer dans la famille. Et en même temps, ça suscite le désir de connaître davantage la famille. Voilà. Troisième expérience que je voulais partager, je m'arrête là. C'était une expérience qu'on fait régulièrement, et ça, je sais que beaucoup d'entre vous la font aussi.
c'est qu'on a une formation pour les nouveaux directeurs à Assomption France et nouveaux directeurs et nouveaux membres de conseil de direction qui est en plusieurs journées, la première année où ils sont en fonction. Et la dernière journée, c'est un pèlerinage sur les pas de Marie-Eugénie, à Paris, hein, sur les lieux de fondation. On a parlé hier des lieux, hein, et je pense que ça, voilà, c'est assez primordial, dans le sens que le fait de passer par des lieux permet l'intériorisation aussi. D'abord, on marche, parce que c'est dans Paris, donc c'est facile, on peut aller d'un lieu à l'autre. Donc, il y a clairement le côté pèlerinage, marche. Et puis, ça permet, c'est comme un album de famille, il y a des lieux de famille. Et ces lieux de famille, ils favorisent la proximité avec Marie-Eugénie. Et je trouve qu'on ne peut pas négliger ces expériences-là. Hein. Il me semble qu'à chaque fois que je l'ai fait moi avec un groupe, alors on le fait systématiquement avec les chefs d'établissement et les adjoints, mais du coup, ça a donné envie aux adjoints de faire vos équipes. Du coup, entre-temps, on l'a fait faire aux APS, les éducateurs l'ont fait une année. Enfin voilà, hein, après, ça a fait boule de neige et des établissements viennent et le font. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce bienfait de la communication par le corps aussi, hein, par l'expérience qui fait qu'on marche sur les pas de quelqu'un, hein, qui n'est pas seulement un discours. Voilà, je pourrais donner plein d'autres exemples, mais ce que je voulais illustrer, c'était la question de la responsabilité partagée de la congrégation et du réseau dans ces questions de communication, la question de l'hétérogénéité du type de documents, qui sont des sources, mais qui sont aussi des sources d'aujourd'hui, des documents actuels, et qui sont des sources pour vivre aujourd'hui, hein, au sens concret de la source, ou qui peuvent être même des instruments de pilotage, et la question de l'importance du récit, de l'importance de créer la famille à partir des sources. Et du coup, de trouver par le récit ou par le pèlerinage ou par d'autres biais le moyen de consolider la famille et d'intégrer dans la famille. Et en fait, c'est peut-être des choses d'ailleurs ça apporte beaucoup d'autres cultures qui nous rendent sensibles à ça. Hein, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que je découvre de plus en plus et que j'ai envie de faire vivre de plus en plus, parce que je me rends compte que c'est porteur de dynamisme. Voilà, c'est juste pour ouvrir, à la fois pour ouvrir des pistes à la fin de mes 2 jours, et puis en même temps pour ouvrir des pistes pour vous. Encore une fois, ça n'a aucune prétention d'exhaustivité ou d'exemplarité, c'est juste un partage d'expérience et de petites convictions ou de petites questions, de petites suggestions qui me sont venues à partir de mon expérience. Je ne sais pas, Jean-Jacques, si… Peut-être, oui. Peut-être pour justement pouvoir alimenter un échange. Tu nous as donné trois entrées qui sont très, très complémentaires, hein, dans ce partage, dans cette pédagogie des sources, autour d'une expérience partagée, d'un pèlerinage, autour d'un récit, voilà, l'importance du récit. Et c'est ce que tu évoquais d'ailleurs, hein, c'est souvent ce que l'on renvoie lorsque les établissements sous tutelle diocésaine affirment ne pas avoir de charisme. Ils ont un récit, ils ont une histoire, ils ont un certain nombre de points d'appui, une culture donnée, qui parfois s'origine d'ailleurs dans celle d'une congrégation, mais pas toujours. Et comment est-ce qu'ils font mémoire de ce récit, plus ou moins explicitement. Et puis le troisième, c'était une forme de formalisation, comment des sources, on donne un certain nombre, moi, de ce que j'ai indiqué, enfin ce que tu as indiqué comme critères et indicateurs pour permettre d'avoir des outils de pilotage. Peut-être cela suscite-t-il à la fois des questions pour les uns ou les autres, ou des souhaits de précision sur voilà, chacune de ces pistes-là. Donc n'hésitez pas, tant que Véronique est à nos côtés. Entre commentaires, remarques, questions, voilà, sentez-vous très libre. J'ai une question juste pour bien comprendre un point que vous avez évoqué, sur Véronique. Oui. Vous avez dit qu'il était intéressant de partir du réel des établissements et pour écrire les critères qui nous disent que nous sommes dans un établissement, par exemple, de l'Assomption ou autre. Et en fait, je me suis noté 3 points, mais il y en a 2 qui me paraissent évidents. Le troisième, je ne crois pas l'avoir. Il y a la source et la mise en œuvre. Quel était le troisième point qui nous permet d'arriver? C'était source, critères et propositions de mise en œuvre. C'est-à-dire que… D'accord, c'est ça.
Voilà. Le critère est plus général, ça va être la place qu'on donne à l'analyse de l'actualité. La mise en œuvre, ça va être est-ce qu'il y a des groupes en cours de géographie, est-ce qu'il y a à certains moments, on lit ensemble des articles de journaux, par exemple, d'actualité sur certains points. Voilà. D'accord. Vers le plus concret. Merci. Par contre, oui, je pense que le fait de partir de l'établissement était intéressant, c'est-à-dire de faire l'action de remonter, c'est-à-dire de reconnaître dans ce qui se vit ce qui est déjà du réseau. Parce que ça a un effet révélateur et ça a un effet encourageant aussi pour un établissement. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce que vous vivez qui est déjà une émanation, une expression de charisme? Merci Olivier. Il y a aussi cette communication, je trouve, vis-à-vis des familles et des parents. Parce que bon, dans les communautés, des fois, on a quand même une certaine sensibilité et un vécu, on va dire, voilà, d'une mise en œuvre du charisme. Par contre, les parents, ils ont des représentations de nos établissements qui sont parfois assez fausses. Et enfin, j'ouvre une porte, voilà, j'ouvre une porte de plus, j'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'il faut aussi avoir une attention par rapport aux parents sur, à la fois dans les rendez-vous d'inscription, mais aussi dans des moments, des événements de début d'année ou de conclusion d'année, rappeler des choses par rapport à pourquoi, qu'est-ce que nous sommes, quoi, qu'est-ce que nous visons et pourquoi. Et d'où l'intérêt là dans ce domaine-là, hein, d'avoir, parce que ça peut se faire par oral, mais si on a un petit outil, une petite plaquette bien faite, quelque chose qu'on remet, c'est toujours aidant, hein, parce que ça évite là aussi trop de personnalisation en changeant de chef d'établissement ou des choses comme ça. Et voilà, ça crée réseau aussi, hein, si on remet la même plaquette à tout le monde. Je ne crois pas me tromper. Hier, je ne retrouve pas mes notes qui le disent. Vous avez quand même insisté sur l'accès direct aux sources, au texte. Oui, comme l'accent était la communication, je ne l'ai pas repris, mais je pense que, et c'était le groupe, on n'a pas repris non plus de mon propos de ce soir-là, hein, pour l'accès direct, là, je pense que vous avez un grand rôle à jouer dans l'interpellation des congrégations. Qui parfois n'ont pas, c'est pas pour mal faire, hein, c'est aussi parce que parfois il n'y a pas l'effort, c'est aussi parce que, enfin, il y a plein de raisons, hein, c'est pas, mais je pense que il y a une stimulation à provoquer de ce côté-là. Certaines congrégations n'en ont pas beaucoup de sources, ça c'est clair, hein, mais si on part du principe que toute source, même si elle n'a pas un lien direct avec l'éducation, est intéressante pour faire réseau, parce qu'elle peut me donner une clé, d'ailleurs, ça élargit un peu le prisme, hein, et je pense que vous pouvez stimuler ce retour direct en interpellant les supérieurs majeurs en disant mais nous on aimerait lire ensemble des textes qui pourraient être notre personne référente, hein, parce que c'est pas forcément l'archiviste, hein, ça dépend aussi des congrégations et des options de congrégation, hein. Chez nous c'est sûr que c'était une option claire de faire des archives un centre de ressources, donc le choix l'objectif a induit le choix, mais par contre ça peut être une autre sœur qui a travaillé d'une autre manière sur le charisme ou sur la fondation et qui peut être une personne relais, hein. Mais quelle est la personne qui peut nous aider à faire ce travail-là et nous mettre en contact avec le texte? Je crois que c'est primordial. Parce que chaque établissement de la Sainte Famille, je fais partie de la congrégation de la Sainte Famille, a en main le recueil avec les correspondances de Mère Jacoulet. C'est ça. Depuis 1 ou 2 ans, systématiquement, il est présent dans chaque établissement. Donc déjà ça, voilà, déjà travailler. C'est un pavé à lire quand même, hein. C'est ça. Et donc il y a peut-être un travail à faire avec un petit groupe réduit de personnes dans ce recueil-là, quelles sont les lettres qu'on identifie comme étant des lettres qui seraient vraiment des sources intéressantes,
ou quelque chose de pédagogique aussi. Hein. On a fait une plaquette avec les 5 points essentiels, mais bon, ça reste très, très résumé. Oui, c'est ça. Parce que l'intérêt d'identifier quelques lettres et de dire, par exemple, tiens, on identifie 5 lettres qui sont vraiment des lettres marquantes. On les prend telles quelles. Et puis, on fait une petite fiche pédagogique avec. Quelles sont les questions qu'on peut se poser pour travailler cette lettre? Comment on peut le travailler avec un conseil de direction? Comment est-ce qu'on peut le... C'est déjà une manière de mettre en contact avec les sources. Merci. Nous, on a des petits modules comme ça, par thème, pour les laïcs. Oui, Guido, je crois. Oui. Oui, merci. Je voulais dire, quand vous parlez de sources directes, vous entendez des sources du fondateur ou de la période disons, de création de la congrégation? J'entends toute la liste qu'on a donnée hier matin. Donc, effectivement, c'est toute la liste. Oui. Ça, c'est des sources directes. Toute la liste d'hier, hein, c'est-à-dire de la période de fondation jusqu'à même des choses plus récentes. C'est pour ça que je parlais, par exemple, d'un partage d'expérience internationale. C'est une forme de source. De savoir comment se vit le projet de l'Assomption aux Philippines. C'est une source, parce que ce n'est pas du tout la même manière de le vivre. Donc, on n'a pas cette tendance de comparer et de se culpabiliser. Et en même temps, ça donne des pistes très différentes de celles qu'on vit en France. Et donc, c'est une manière de renouveler, une manière de voir. Oui, parce que je pensais à Sainte-Jeanne. Vous savez que Sainte-Jeanne-l'Estonac avait demandé de brûler une partie des actes, voilà, une très grande partie des actes. En fait, elle voulait qu'on brûle tous ceux qui avaient écrit pendant sa première période de gouvernance. Et après, je crus comprendre que les sœurs ont obéi, mais qu'à moitié. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que ça vaudrait le coup de poser la question, mais après, effectivement, de prolonger la période des sources, d'aller au-delà. Mais bon, c'est sûr que